Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, Olivier De Scooter co-anime cet épisode. Salut Olivier. Salut Armano. Et cette semaine, nous avons un invité avec qui nous allons à nouveau aborder le terme du triathlon handisport, thème que nous n'avons pas suffisamment abordé à mon avis, mais on va pouvoir justement parler de ça avec Pierre-Antoine Bel ce soir. Salut Pierre-Antoine. Bonjour à tous. Alors déjà peut-être une précision, on dit Bel, Baël, comment est-ce qu'on prononce ton nom de famille? Normalement il y a un tréma sur le premier E et donc du coup c'est plutôt Baël. Bienvenue Pierre-Antoine Baël à cet épisode du podcast Devenir triathlète. Tu nous as dit en off tout à l'heure que tu avais écouté quelques épisodes et notamment un épisode avec Mohamed Lana que l'on salue. Donc tu dois savoir que nous avons une tradition dans ce podcast. Les premières minutes, on ouvre le micro pour notre invité. Donc dis-nous tout. Qui est Pierre-Antoine Baël? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Et puis quel est ton rapport avec le sport et en particulier le triathlon? Merci pour le micro. Alors j'ai 30 ans, donc Baël Pierre-Antoine. Je suis paratriathlète. Donc j'ai la particularité d'être né avec un pied en moins, donc une malformation du pied gauche, agénésie du pied gauche très exactement. Et donc je cours et je pratique le sport avec des prothèses. Donc depuis tout petit, j'ai fait pas mal de sports. J'ai vadrouillé dans des sports co, dans des sports individuels, jusqu'à arriver donc dans le paratriathlon. Et où là pour le moment, je m'épanouis pleinement depuis maintenant 6 ans. Et cette année, c'est un peu pour moi l'envol parce que j'atteins un très beau niveau et ça me permet de pratiquer donc pratiquer sur des manches de Coupe du Monde, notamment sur le niveau international. Et j'ai rencontré récemment également Mohamed Lana au Japon sur une manche de Coupe du Monde à Yokohama. Et donc c'est vraiment un très très grand plaisir de pouvoir d'atteindre ce niveau-là et de pouvoir rencontrer des belles personnes comme Mohamed. Ouais, effectivement, on avait eu un superbe échange avec Mohamed. C'était non seulement très riche, mais aussi très fort en émotion quand il revenait avec nous un petit peu sur son histoire, sur son enfance. Donc, toi aussi, tu as un problème au pied, comme Mohamed. Enfin, sauf que Mohamed, je crois que c'est en dessous du genou. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton handicap? Ouais, alors moi, en fait, je suis né juste sans le pied. Donc du coup, j'ai un moignon qui est très long. Je suis assimilé comme une personne amputée. Donc j'ai l'usage de mon genou. Mais en fait, il faut simplement imaginer que j'ai le moignon qui est très très long et pour donner un petit peu plus de détails, j'ai 7 cm de décalage entre ma jambe valide, donc avec mon pied, et ma jambe assimilée amputée. Donc sans appareillage, je peux marcher. J'ai une petite boiterie qui se crée forcément. Je peux marcher à la maison sur des courtes distances. Par contre, pour marcher au quotidien et pour pratiquer le sport, je suis obligé d'être appareillé avec des prothèses. Et alors, ces prothèses, justement, ça prend quelle forme? Et est-ce que tu as été appareillé depuis le plus jeune âge? Effectivement, j'ai une prothèse depuis mes 6 mois. Alors forcément, à 6 mois, c'est pas pour marcher, mais c'était plus pour grandir avec l'esprit d'avoir deux jambes, 2 pieds comme tout le monde. Et j'ai pu marcher comme les enfants au même âge que tous les enfants, forcément grâce à mes prothèses. Et donc en fait mes prothèses, elles ont la forme comment décrire ça? En fait c'est une emboîture qui remonte pratiquement jusqu'au genou. Donc on pourrait croire que j'ai un moignon qui est très court ou que j'ai un handicap au niveau du genou, mais en fait pas du tout. C'est l'emboîture, c'est une enveloppe qui vient un peu en carbone, qui vient recouvrir le moignon, qui a la même forme que le moignon et qui remonte pratiquement donc jusqu'au genou. Et ce qui permet en fait de favoriser l'accroche par rapport au moignon et de pouvoir supporter la prothèse le mieux possible. Et alors, pour qu'on essaye de comprendre un petit peu à quoi ça ressemble, on pourra mettre peut-être quelques photos, mais c'est quelque chose qui vient par au-dessus du coup de la jambe ou c'est pas vissé, il n'y a pas d'attache vissée dans je sais pas, dans l'os ou quelque chose comme ça? Pas du tout. Alors ce qu'on vient mettre en fait contre la peau, c'est ce qu'on appelle un manchon. Et donc, en fonction de l'usage de la prothèse, on va utiliser des manchons différents. Par exemple, pour faire du vélo ou alors pour moi la marche,
Il n'y a pas beaucoup d'efforts, donc du coup pour moi c'est du silicone un peu dur. Quand on va se retrouver sur des prothèses de course à pied où il y aura beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'intensité, ce sera du silicone qui sera un peu plus souple, qui va pouvoir emmagasiner pas mal de chocs, pas mal d'efforts. Donc on adapte un peu comme par exemple comme une paire de chaussettes. On va venir prendre des paires de chaussettes un peu plus renforcées pour de la course à pied, ou quand on va venir faire des longues sorties en course à pied, et peut-être des chaussures un peu plus fines pour les chaussures pour les chaussettes de ville. Et ben pour les manchons, c'est exactement la même chose. On vient adapter le manchon en fonction de sa pratique. Et après, donc du coup, on vient par-dessus le manchon avoir l'emboîture. L'emboîture, donc elle est en carbone, elle est beaucoup plus rigide. Et sur l'emboîture, on vient fixer les pieds en fonction, pareil, de la pratique qu'on veut avoir. On vient changer les pieds. Et c'est vraiment, moi je le considère comme une paire de chaussettes, comme une paire de chaussures, la prothèse. C'est exactement la même chose. On change de prothèse en fonction de l'utilité. Comme on va changer de chaussures, c'est exactement la même chose. Et donc du coup, il n'y a pas forcément d'accroche au niveau de l'os. Et la fixation, alors il y a 2 types de fixation, même on va dire 3. Et donc pour moi, comme j'ai une petite différence comme c'est une malformation et que j'ai l'extrémité du moignon qui est plus large que le milieu, on vient utiliser en fait une petite sangle qui vient venir maintenir la prothèse sur le moignon. Et pour les prothèses de course, là où il y a beaucoup plus d'efforts, on vient faire le vide d'air. Et donc, grâce au vide d'air, c'est la prothèse qui va venir c'est un peu l'effet ventouse en fait. Ça va venir se coller à la peau. Et c'est comme ça que marchent les 3/4 des amputés, parce que eux, ils ont la chance d'avoir un moignon qui est, on va dire, très uniforme. Et donc, ils utilisent beaucoup le vide d'air, la dépressurisation dans la voiture pour pouvoir marcher et avoir du confort. Ok. Et donc, pour la plupart d'entre eux, du coup, c'est quelque chose qui est relativement standard, ces prothèses. Effectivement, ouais. On va dire que suite à une amputation, c'est malheureux, mais du coup, comme il y a une intervention chirurgicale, en général, les chirurgiens, ils font quelque chose de très uniforme, très cylindrique, on va dire. Et donc, du coup, tout ce qui est manchon, c'est du manchon standard. Et donc, du coup, après, ils adaptent l'emboîture au manchon et au moignon. Mais pour moi, c'est pas du tout standard parce que c'est une malformation. Il n'y a pas eu de retouche chirurgicale. Parce que pour le moment, j'en ai pas forcément le besoin. Et c'est une chance parce que tout ce qui est intervention, amputation, tout ça, c'est aussi très risqué. Mais du coup, on est obligé de s'adapter. C'est un petit peu le problème que peut rencontrer mon prothésiste, c'est qu'à chaque fois, il faut s'adapter un petit peu à mon moignon qui est un peu difforme et un peu particulier et appareillé. Et j'imagine à chaque fois, tu dois faire des tests parce que t'as grandi aussi. Enfin, je veux dire, ton corps a changé, donc avec le fil du temps et puis en fonction des activités que tu faisais, à chaque fois, tu devais en avoir des nouveaux, tu devais les essayer. Ouais, tout à fait. Alors la prothèse, c'est comme une paire de chaussures, ça change avec la croissance, forcément. Quand on grandit, à un moment donné, la prothèse, elle devient trop serrée, et donc du coup, il faut la changer. Et donc même à taille adulte, forcément, avec les variations de poids, le moignon peut continuer à changer. Et donc du coup, il faut tout le temps adapter et être vigilant un petit peu au moignon, en fait. C'est comme avec une paire de chaussures. Quand on commence à avoir mal, il faut réagir pour pouvoir continuer à courir sereinement. Et là, avec la prothèse, avec les prothèses, c'est la même chose. Alors, tu parles souvent de tes prothèses. C'est-à-dire que, comme tu le disais, tu as une prothèse qui va être adaptée pour chaque type d'utilisation. Tu vas en avoir une pour la marche, tu vas en avoir une pour la course à pied, tu vas en avoir une pour le vélo. Donc, finalement, avec le handicap dont tu souffres, tu vas toi aussi faire des transitions complètes, que ce soit de la natation au vélo et du vélo à la course à pied. Ouais, effectivement. Donc j'ai ces 3 prothèses là qui me permettent de pratiquer le sport et la marche dans les meilleures conditions. Par contre, à savoir que en course, j'utilise qu'une seule prothèse. J'utilise ma prothèse de course. À la sortie de la natation, j'enfile ma prothèse de course avec donc ma lame de course, et j'utilise cette prothèse et cette lame pour faire le vélo également.
tout simplement, c'est pour gagner un peu de temps en transition. Okay. C'était justement une question que j'allais te poser. C'est à quoi ressemble ta prothèse de course? Parce que tu me dis que tu as 7 cm de différence, mais au final, toi, il te manque juste le pied. Donc, c'est une toute petite lame. Non, moi c'est une grande lame parce que j'ai 7 cm donc de décalage effectivement, mais en général quand on court avec une lame, on vient rehausser la lame de 5 cm. Tout simplement parce que la lame elle vient s'affaisser lorsqu'on court, elle vient se compresser et rendre de l'énergie. Donc du coup on peut dire que j'ai 12 cm de décalage si on compte cette petite longueur théorique de 5 cm. Et donc du coup, moi j'ai l'emboîture qui descend très bas, pratiquement juste au-dessus de la lame, et j'ai une grande lame qui vient s'accrocher en dessous, on va dire derrière le genou. Et donc c'est une grande lame qui est courbée et qui revient vers l'avant. Et alors on reviendra peut-être un petit peu plus là-dessus. Justement, je voudrais vraiment qu'on revienne au début, à tes débuts dans le sport. Tu nous as dit que tu as pratiqué plusieurs sports, du sport individuel, du sport collectif. Comment est-ce que c'est quand on est gamin et qu'on découvre le sport justement et qu'on est éventuellement confronté au fait que toi tu souffres d'un handicap et pas d'autres? C'est un peu ce qui m'a amené au sport en fait, cette différence. Malheureusement, le premier sport que j'ai pu faire, c'était le basket. J'étais bien jeune, j'avais 5 ans. J'ai fait 1 an de basket pour découvrir un peu le basket, pour avoir une petite activité. Et ensuite, j'ai déménagé avec mes parents et je suis arrivé dans un petit village dans le sud de la France. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu les premières moqueries. Forcément, quand on est jeune, on fait pas forcément attention et on est un peu méchant envers ses camarades. Donc, j'arrivais dans un village que je connaissais pas. J'habitais dans le nord, je suis arrivé dans le sud. Donc, forcément, il y avait déjà une différence. Plus ma prothèse et mon handicap, ça faisait beaucoup et beaucoup moqué, forcément en récréation, en cours. Et c'est comme ça que je me suis tourné vers le sport pour essayer de faire des rencontres, pour essayer d'extérioriser un petit peu ce mal-être que je pouvais ressentir. Et là aussi, forcément, dans le sud, le sport national, c'est le rugby. Donc forcément, le rugby est hors de question que je pratique parce que j'aurais pu blesser pas mal d'adversaires. Et donc, je me suis tourné vers le tennis. Et là également, au tennis, l'entraîneur, il a fait quelques essais avec moi et par peur, sans doute, ça c'est mon ressenti, par peur de mon handicap, parce qu'il savait pas comment ça pouvait évoluer, il a préféré mettre un terme à mon envie de faire du tennis en disant que ça allait sans doute être trop compliqué pour moi au niveau des appuis avec la prothèse sur le terrain de tennis. Et du coup, je me suis tourné vers le judo, où j'ai rencontré une prof qui a avant tout essayé de comprendre mon handicap, savoir comment je fonctionnais, ce que j'avais besoin, et en fait, on a adapté mon handicap pour que je puisse pratiquer en toute sécurité et ne pas blesser mes adversaires. Et donc là, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu en fait dans le judo et dans ce club dans lequel je suis arrivé, c'est l'approche qu'avait la prof par rapport au handicap. Elle m'a pas dit non, elle a juste essayé de comprendre, savoir comment ça se passait pour moi avant de prendre une décision. Donc elle m'a laissé ma chance et finalement, j'ai pratiqué 9 ans de judo, j'ai fait des compétitions et tout s'est très très bien passé. J'ai jamais blessé quelqu'un au judo. Et par rapport justement à ta pratique de ces différents sports, que ce soit le basket, le tennis ou le judo, là aussi tu pratiquais avec une prothèse, avec une lame, ou c'était une prothèse en forme de chaussure? Excuse ces questions un petit peu novices, mais je pense que ça peut intéresser aussi nos auditeurs, et puis moi c'est vraiment de la curiosité. Non, mais il y a pas de question novice. C'est cool de pouvoir essayer de mettre des images un petit peu là-dessus. Idéalement, ce serait de mettre des photos. Je pense que c'est comme ça qu'on fait aussi avancer l'image qu'on peut avoir sur le handicap. Mais en fait, étant jeune, il n'y avait pas forcément la possibilité d'avoir des prothèses spécifiques. Parce que faut le savoir, tout ce qui est prothèse spécifique, quand je dis spécifique, c'est des prothèses sportives qui avec un usage autre que la marche ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est tout du matériel qu'on doit financer personnellement.
Et donc du coup, forcément, c'est très cher. Et donc, étant jeune, comme en plus, avec la croissance, il faut renouveler les prothèses très fréquemment. J'ai pratiqué tous les sports que j'ai pu pratiquer. Je les ai pratiqués avec ma prothèse de vie. Et donc par souci aussi d'économie, on était avec mon prothésiste, on a adapté mes prothèses de marche en fait pour la pratique du sport. On a le droit à 2 prothèses de marche en état de fonctionnement. Et donc, j'en avais une pour la marche et une qu'on avait à chaque fois un peu bricolée pour ma pratique sportive. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, tu aies arrêté le judo? Alors, les 2 autres sports, on a bien compris, mais le judo, pourquoi est-ce que tu n'as pas continué dans cette voie-là et comment est-ce que tu es arrivé vers le triathlon? En fait, c'est peut-être l'un de mes regrets au niveau du sport, c'est que je me suis arrêté à la ceinture marron. Juste avant la noire, donc je suis vraiment... Ouais, alors pour ceux qui connaissent pas les sports de combat et en particulier le judo, effectivement, il y a plusieurs ceintures et la noire étant la dernière, la marron est l'avant-dernière. Donc effectivement, c'est un petit peu redescendre les escaliers quand tu es à l'avant-dernière marche, quoi. Ouais, c'est peut-être l'un de mes seuls regrets au niveau du sport. J'ai fait le choix là parce que j'avais commencé en parallèle du judo le foot. Et en fait, c'était une année un peu charnière où on visait de remporter le championnat départemental et je voulais me consacrer pleinement à l'équipe et au football. Et donc, du coup, la petite bande de copains qu'il y avait également a fait un petit peu la différence par rapport au judo. Et je voulais vivre cette saison avec ma bande de potes. Et pour la petite histoire, on a été quand même cette année-là champion départemental. Donc, du coup, j'ai quand même plutôt bien fait d'arrêter le judo pour me consacrer au foot. Et donc voilà, je suis très content d'avoir vécu ça malgré tout. Mais ça reste un petit regret de ne pas avoir passé cette fameuse ceinture noire. Ouais, ça peut se comprendre, mais donc du coup, tu as toujours t'as toujours fait du sport de manière compétitive. Oui, tout à fait, de façon compétitive et donc jusqu'au football avec les valides, on va dire. Sans différence, sans avoir côtoyé le monde du handisport. Quand tu dis jusqu'au football, c'est-à-dire même au football, tu jouais avec des coéquipiers qui étaient valides ou tu as pratiqué le sport en valide jusqu'à la fin du judo et après c'est au foot que tu as rencontré des équipes handisport? Non, c'est au football en fait j'étais considéré, j'ai pratiqué en fait dans une équipe valide et c'est après que j'ai rencontré l'athlétisme et c'est là où je suis arrivé à côtoyer le milieu du handisport. C'est à ce moment-là. Mais avant ça, dans le foot, dans le judo, dans le basket, c'était à chaque fois donc des expériences avec des valides. Parce que tout simplement, les sports n'étaient pas développés dans le handisport avec mon handicap. Parce que notamment le judo, c'est notamment pour les non malvoyants et les sourds. Le football, c'est une façon complètement différente de jouer. On est sans prothèse et on joue avec des béquilles. Pour les personnes amputées, c'est pas du tout c'est pas comme ça que je voyais la pratique du football. Et moi, j'avais surtout l'opportunité de pouvoir courir avec des prothèses. Donc, du coup, la question s'est pas trop posée à ce moment-là. Je voulais pratiquer un peu comme tout le monde et avec des valides. Ok. Quand tu utilises le terme valide, invalide, toi, c'est le terme avec lequel tu es le plus à l'aise? Plus à l'aise, ça fait toujours un peu bizarre, mais malheureusement, il faut appeler un chat un chat. Et je ne sais pas si on peut utiliser d'autres termes, mais voilà, moi, c'est valide ou handi en général, Ouais. pour marquer un peu la différence. Et surtout pour faire prendre conscience aussi que même avec un handicap, j'ai pu côtoyer le football, le football que tout le monde collait avec des personnes valides. Non, parce que, pour moi, parler d'un handicap, effectivement, c'est vrai que voilà, c'est ce que c'est, mais c'est vrai que le terme valide, invalide, moi, on me dérange un petit peu, mais bon, après. Ouais. C'est sûr que c'est un mot. Ouais, moi, je suis pas hyper à l'aise avec ce terme-là. Mais ok. Et donc, du foot, t'es passé à l'athlétisme. Et c'est là que tu as découvert le monde du handisport. C'est ça, ouais. Alors, pour vraiment la petite histoire, entre le foot et l'athlétisme, j'ai arrêté la pratique en club 3 ans pour me consacrer à mes études.
Et en fait, j'ai commencé l'athlétisme quand j'ai eu l'opportunité d'avoir ma première lame de course. Donc c'est vraiment le matos qui t'a permis d'accéder au sport, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc là, c'est. Et tu l'attendais du coup? C'est quelque chose que tu attendais en particulier? Bah, ça s'est fait un peu. C'était un coup de chance, une occasion que j'ai saisie. Parce que j'avais envie de reprendre en fait au bout de 3 ans d'arrêt. J'avais continué le sport, je faisais du vélo, je faisais un peu de la course à pied, mais sans club, juste pour mon plaisir personnel. Et en fait, au bout de 3 ans, j'avais envie de reprendre une activité sportive dans un club vraiment structuré avec pourquoi pas un peu de compète. Et en discutant un petit peu avec mon prothésiste de l'époque, il me dit bah ouais, pourquoi pas, on peut essayer de te faire courir avec une lame de course. Et donc du coup, il en a parlé à son patron et j'ai eu la chance. Et c'est un peu une rencontre qui a fait un peu basculer ma vie. Donc grâce au patron de la boîte pour lequel mon prothésiste bossait et mon prothésiste, j'ai rencontré un certain Dominique André. Donc c'est un athlète français qui pratiquait le 100 et le 200 mètres, qui a été médaillé au championnat du monde, qui a fait les Jeux à Athènes. Et donc au travers de cette rencontre, ma vie en fait, elle a un peu basculé. C'est grâce à cette personne que j'ai pleinement accepté mon handicap, que j'ai pu pratiquer avec une lame de course l'athlétisme. Et donc voilà, c'est cette opportunité que j'ai pu saisir à ce moment-là, cette rencontre et la confection de ma première prothèse de course qui m'a amené en fait à l'athlétisme, à la pratique sur une piste où pour une fois c'était le premier sport où mon handicap était pleinement visible. Parce qu'au judo, avec les pantalons, forcément, le handicap est plus ou moins caché. Au football, avec les chaussettes, ça se voit pas trop non plus. Et là, en fait, sur une piste d'athlétisme, la lame, peu importe comment je suis habillé, ça se voit, ça se cache pas. Et peut-être aussi l'accueil qu'on m'a réservé dans mon club. Tout ça en fait que j'ai pu pleinement, à partir de ce moment-là, pleinement accepter mon handicap et pu le montrer un petit peu dans la vie de tous les jours, passer me balader en short sans aucun problème. Et donc c'est vraiment la rencontre de cette personne, de ce grand monsieur Dominique André, et de l'athlétisme et du monde handisport qui a fait basculer ma vie. Ouais. Alors, tu l'as pas précisé, mais Dominique André, qui était aussi un athlète handisport. Effectivement, ouais, je l'ai pas forcément précisé, mais ouais, il était athlète handisport, amputé au niveau du tibia à la suite d'un accident, et donc avec le patron de la boîte, donc Monsieur Ducrot, c'est notamment eux qui ont conçu les premières lames de course, et c'est grâce à eux que aujourd'hui ils courent les amputés également. Donc voilà, sans le savoir, j'étais au bon endroit et j'ai eu la chance de pouvoir faire de très belles rencontres qui m'ont mis sur la bonne voie. Et est-ce que le fait de découvrir le sport comme ça de haut niveau, est-ce que toi, tu dis voilà, ça m'a permis d'accepter mon handicap et de me sentir plus à l'aise avec ça. C'était aussi peut-être un peu une revanche par rapport à les moqueries que tu as connues quand tu étais justement plus jeune? Oui, alors à la base, c'est pas forcément le sport de haut niveau que j'avais forcément le souhait après avoir rencontré Dominique André, après l'avoir vu débarquer sur la piste avec sa casquette France et son t-shirt France. Forcément, ça fait rêver. Donc ça m'a donné des idées. Mais à la base, c'était pas forcément le haut niveau. C'est simplement se retrouver sur une compétition handisport avec tout type de handicap, avec des malvoyants, avec un amputé bras, un amputé jambes, un mec en fauteuil, et de faire du sport. C'est ça en fait qui m'a fait prendre conscience un petit peu que peu importe le handicap, on a chacun une petite histoire, son histoire, et malgré tout, on arrive à pratiquer du sport et à s'éclater. Et c'est ces moments-là en fait de partage autour de notre sport qui m'a fait aussi un peu relativiser et de me dire peut-être que tu as une différence, mais ça t'empêche pas de pratiquer du sport, de t'éclater, de passer des bons moments avec tes copains. Et donc du coup c'est avant tout ça, c'est avant tout la découverte de ce monde-là, ce monde du handicap
Ouais, le fait de côtoyer d'autres personnes qui avaient aussi des situations de handicap et qui potentiellement vivaient un peu la même chose que toi, quoi. Ouais, effectivement, parce que jusqu'à présent, à part chez mon prothésiste où je rencontrais des personnes avec un handicap, j'avais jamais côtoyé de personnes en situation de handicap. Et là, de se retrouver sur une compétition où chacun se chambre un petit peu par rapport à son handicap, on s'appelle le boiteux, le bigleux, le manchot. Ben finalement, ça aide un petit peu à relativiser un petit peu sur notre différence et carrément peut-être même des fois à l'oublier. Et donc c'est vraiment à partir de là où ça a commencé en fait, où j'ai réussi à devenir un homme et à accepter mon handicap. Et là, t'avais quel âge à ce moment-là? J'ai commencé l'athlétisme à 20 ans. Donc il y a tout un chemin derrière ça et ça a été long, mais maintenant c'est beau. Voilà. Génial. Non, c'est beau en tout cas de t'entendre. Et donc du coup, là, on est 10 ans plus tard, de 20 à 30 ans, il s'est passé quoi? De 20 à 30 ans, la découverte de l'athlétisme handisport, essayer de performer dans l'athlétisme. J'ai pas réussi malheureusement. Et à un moment donné, au bout de 4 ans d'athlétisme, j'ai eu envie de faire un petit peu autre chose. J'avais envie de faire du vélo, mais pas forcément d'arrêter la course à pied, parce que j'avais vécu de belles histoires grâce à la course à pied et grâce à l'athlétisme. Et en fait, finalement, le triathlon, c'était un peu une évidence, quoi. Continuer la course à pied, faire du vélo, découvrir le vélo. Et donc maintenant, ça fait 6 ans que je pratique le triathlon avec vraiment un projet de performance et un objectif tourné vers les Jeux de Paris. Et en fait, maintenant, j'arrive à parler librement de mon handicap. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses, qu'en fait, finalement, le handicap, on a peut-être des fois un petit peu peur du handicap. Et en France, mon ressenti par rapport au handicap, c'est qu'on a un gros train de retard. C'est encore quelque chose de négatif, je pense, pour beaucoup de monde, le handicap. Et mon objectif, en plus de mon petit projet, sportif, c'est d'essayer de faire avancer l'image du handicap en France, en tout cas autour de moi, et de promouvoir le sport chez les plus jeunes, quoi. C'est quelque chose je pense, de très important. Et je m'attache un petit peu tous les jours à essayer de faire avancer cette image sur le handicap. Là, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Ça a essayé de donner un bon petit coup de pouce, quoi. Tous les moyens sont bons, mais grâce également au réseau, hein, tout bêtement, mes réseaux, ils étaient en privé, et à force de rencontrer des gens, à force de discuter autour du handicap et de mon projet sportif, je suis venu en fait à passer tout en public, en essayant de montrer aux gens qu'on peut pratiquer du sport et faire de belles performances avec un handicap, et avec l'idée d'essayer de donner aussi l'envie à d'autres personnes en situation de handicap de pratiquer, parce que c'est un bon moyen de rencontrer du monde, comme moi, d'accepter le handicap, même s'il n'y a pas que ce moyen-là, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, moi, ça a bien fonctionné, donc si ça peut fonctionner avec d'autres et donner l'envie à d'autres personnes en situation de handicap de pratiquer dans le triathlon ou dans d'autres sports, c'est pour moi, c'est gagné, quoi. C'est ce que je recherche. Et finalement, c'est un peu le message aussi que nous, on aime faire passer, c'est devenir triathlète, c'est un peu le summum, entre guillemets, du sportif qui veut encore plus, et voilà, mais je vais dire tout simplement, devenir sportif, se mettre au sport, commencer par quelque chose, et bon, si on peut les inspirer avec le triathlon, tant mieux, mais c'est effectivement un peu le message qu'on essaye d'avoir. Mais vis-à-vis de la population de manière générale, je pense que si tout le monde faisait du sport, le monde se porterait beaucoup mieux. Mais clairement, et c'est valable pour tout le monde du coup, et c'est d'autant plus, je pense, important de porter ce genre de message pour toi et pour toute la communauté justement des personnes avec un handicap. Ouais, effectivement, le principal, c'est de pratiquer. Je pense que c'est super important de faire du sport. On fait des rencontres, on voit du monde, et c'est super, c'est super important, quoi. Moi, c'est grâce à ça que j'avance un petit peu dans ma vie et que j'ai réussi à accepter mon handicap. Donc, pour moi, le sport, c'est quelque chose de
d'essentiel. Je ne conçois pas une journée sans faire du sport. Après, c'est peut-être un peu beaucoup, mais sans parler de performance, sans parler de faire du sport tous les jours, au moins un petit peu de temps en temps quand on a envie, ou quand on en a envie, ou quand on ressent juste le besoin, ça fait du bien. Oui, d'accord. Revenons un petit peu du coup sur ton passage au triathlon, parce que tu l'as évoqué, mais un peu rapidement. Donc tu faisais de l'athlé, tu t'es dit je veux faire du vélo. Comment ça se passe? Parce que tu faisais déjà du vélo avant, ou bien t'as dû attendre d'avoir la prothèse pour? Comment ça s'est passé? Non, en fait, c'est un peu un pari fou parce que le vélo, à part faire un peu de vélil ou de vélo taf ou un peu de VTT quand j'étais plus jeune, j'ai jamais trop fait de vélo. J'ai pas de vélo non plus. J'ai pas de vélo de route. C'est juste le souhait de vouloir découvrir une autre pratique. Au bout de 4 ans d'athlétisme, ouais, j'avais trouvé, je pensais avoir fait le tour, et donc c'était le souhait de découvrir autre chose. Et en fait, j'ai eu la chance, j'avais des amis qui pratiquaient du triathlon, je suis rentré en contact avec un club de triathlon comme ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé dans le triathlon, c'est avant tout un esprit d'équipe, un esprit dans le triathlon qui est très relax, quoi. On arrive à s'entraîner sérieusement tout en prenant beaucoup de plaisir et en rigolant. Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu quand je suis arrivé dans le club. C'est cette ambiance-là, quoi. On pratique du sport, on s'amuse, mais on s'entraîne sérieusement. Et donc après, à partir de là, on a mis les choses en place pour que je puisse acheter un vélo, pour que je puisse avoir une prothèse pour aller sur le vélo. Et donc voilà, en fait, c'était pas un souci, en fait, le matériel, c'était juste trouver quelque chose à la base qui me plaît, dans lequel je peux m'éclater, en fait, tout simplement. Et après, on a adapté le matériel en fonction de ma pratique. Et tu fais la distinction entre le tri et l'athlé. Il y avait une ambiance différente entre le club de triathlon et le club d'athlé? Ouais, je pense qu'il y avait une ambiance différente. En tout cas, l'ambiance, elle est différente surtout au niveau des compétitions. Parce qu'après, quand en athlé, quand on est dans le groupe, quand on est dans le club, voilà, ça se passe bien parce que c'est des gens qu'on côtoie tous les jours, etc. Donc il y a aucun problème avec les groupes d'entraînement. Mais c'est plus en compétition, c'est l'ambiance en compète. Moi, je prends l'exemple de l'athlétisme parce que forcément, j'ai couru dans le monde handisport avec des personnes en situation de handicap, mais en préparation, j'ai fait des courses avec des personnes valides et malheureusement, plusieurs fois, j'ai pu passer devant des personnes valides sur la ligne d'arrivée et elles m'ont même pas salué. Elles ont même râlé des fois. Alors que dans le triathlon, quand j'arrive dans le parc à vélo, il y a tout le monde qui me regarde, il y a tout le monde qui me fait un petit sourire, qui me dit ouais, c'est génial, et qui viennent voir un petit peu le matos, ça vient discuter, ça vient parler, et de façon, de manière générale, quand on rentre dans un parc à vélo, ça rigole, quoi. On entend rigoler, on entend chambrer, et en fait, c'est vraiment cette différence d'ambiance en compétition qui a fait vraiment la différence, quoi, qui fait que j'accroche beaucoup dans le triathlon, et c'est pour ça, quoi. C'est quand même en compétition, c'est le plaisir et la rigolade avant tout. Et après, il y a la compétition, forcément, mais avant et après, on rigole, on s'amuse. Et ça, c'est génial. C'est marrant ce que tu dis, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Il y a un côté un peu bon enfant comme ça dans le triathlon, où en fait on est là pour avant tout se challenger soi-même avant d'aller écraser le mec à côté de nous. Et donc je trouve que ça se ressent fort, quoi, en termes, enfin voilà, au niveau de l'ambiance générale, que ce soit dans le club ou en compétition. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu plus solidaire peut-être dans le triathlon, et qu'on va peut-être aussi retrouver sur je sais pas, sur le trail par exemple, ou sur des distances un peu plus longues, où en fait t'es moins en train t'es moins en concurrence avec les gars à côté de toi, mais t'es plus en train de te dire en fait je le fais pour moi, et si je parviens à, si je termine mon Ironman, je suis déjà content. Il y a quand même beaucoup de participants qui sont un peu dans cet esprit-là, tu vois. Là où c'est vrai que sur des épreuves peut-être un peu plus courtes,
t'as plus de compétitivité. Même si, encore une fois, on peut trouver des mecs un peu, peut-être un petit peu plus euh, compétitifs dans les SAS élites et tout ça, hein, dans le triathlon, je dis pas, mais c'est vrai que la majorité, dans la moyenne en tout cas, moi j'ai cette impression aussi que je partage avec toi, qu'effectivement il y a un côté beaucoup plus bon enfant dans le triathlon. Ouais, c'est tout à fait ça. Et bon, pour la petite histoire, moi sur mon premier triathlon, j'étais à côté d'un mec qui guidait un athlète malvoyant, qui a beaucoup de bouteilles dans le triathlon, qui est même champion du monde. Ben, il m'a donné plein de conseils, quoi. Bon bah voilà, ça en athlé, ben on le voit pas, quoi. Pour revenir également là-dessus, en athlé, on se regarde beaucoup. Pendant l'échauffement, avant la compète, même mon coach d'athlé me disait, ben, dans les starts, ben, la compétition, elle est déjà jouée à 90%, quoi. C'est toute l'intimidation avant la course. Bon, ben voilà, moi ça me correspondait pas vraiment. C'est pas comme ça que je conçois le sport et je suis peut-être pas comme ça. Ça peut convenir à beaucoup d'autres et aux athlètes, mais moi ça me convenait pas. Et donc du coup l'esprit un peu bon enfant du triathlon, ça me plaît bien plus. Et puis aussi il y a un petit détail qui pour moi qui a beaucoup de sens aussi, c'est qu'en triathlon sur les lignes de départ, on peut être à côté d'un mec qui performe, comme on peut être à côté d'un mec qui fait 1 ou 2 entraînements semaine et que le but c'est juste de finir son triathlon et de s'éclater, quoi. Donc voilà, c'est vraiment cet esprit triathlon qu'on retrouve dans d'autres sports, comme tu dis un peu le trail aussi, on retrouve un peu cet esprit-là, mais ça reste à mon sens assez rare et d'être à côté d'un grand nom du triathlon. J'ai eu la chance de faire le triathlon de l'Alpe d'Huez, et ben à côté de moi dans le parc à vélo, j'avais Zamora, Marcel Zamora, champion du monde, quoi. C'est quelque chose de dingue, quoi. En athlé, ben forcément, on va peut-être voir un champion du monde s'échauffer, il va être dans sa bulle, il va pas parler, et puis on va jamais pouvoir lui parler ni rien. Là, ben j'ai mis mon vélo, il était là, il était en train de préparer ses affaires aussi. On a échangé quelques sourires et quelques mots, et ça s'est super bien passé. Et j'en garde un souvenir extraordinaire. Cette facilité d'accès au triathlon, parce qu'effectivement, sur le court, un peu moins, mais sur le long, on est tous dans le même bateau, et puis les élites partent en même temps que les non-élites, et c'est vrai que ça permet d'avoir pas mal d'échanges assez intéressants. Et puis il y a quelque chose aussi je trouve, qui est différent, c'est que autant, voilà, dans d'autres sports, parfois on se regarde un peu de haut, etc. Dans le triathlon, tu croises quelqu'un, enfin voilà, tu croises quelqu'un qui fait du triathlon, c'est tout de suite ton meilleur pote, quoi. Tu vois, je veux dire, tout de suite, voilà, on fait partie de la famille, tu vois, il y a un côté comme ça très tribal, tu vois, ah oui, bah, c'est un triathlète, ok, c'est un bon, c'est sûrement un copain, quoi, tu vois, que tu retrouves peut-être moins dans d'autres sports qui sont peut-être un peu moins niche aussi. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est tout à fait ça, tout à fait ça. Et même quand on roule, quand moi je pars en rouler, forcément on reconnaît les triathlètes qui roulent. Hein. C'est pas forcément les cyclistes, ils nous traitent souvent, hein, parce que ils nous disent ouais, les triathlètes, vous savez jamais rouler, vous savez pas rouler en groupe, etc. Et donc du coup on reconnaît facilement un triathlète qui roule. Et donc forcément on a beaucoup plus de potes sur la route, effectivement. Ouais, de la même manière, on reconnaît aussi souvent un cycliste, je sais pas à vous, mais c'est vrai que le petit coucou aussi au gars que tu croises qui te répond pas, tu sais tout de suite que c'est un pur cycliste et pas forcément un triathlète. Exactement, ouais. Ah, ça, moi, je suis pas d'accord. Ça. Non, t'es pas d'accord? C'est parce que les cyclistes en Belgique sont plus ouverts qu'en France. Non, ça m'a jamais frappé. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, Pierre-Antoine, c'est qu'effectivement, les cyclistes ont tendance de dire non, les triathlètes savent pas rouler. En fait, ils savent pousser des watts, ils savent pédaler fort, mais ils savent pas rouler en peloton. Ils sont limite pas très à l'aise sur un vélo, et en soi, c'est vrai. Bon, après, ça dépend évidemment d'où viennent les triathlètes, parce que il y en a qui viennent du monde du vélo, donc forcément ça s'applique pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de triathlètes qui en fait ont été des coureurs à la base ou des nageurs et qui ont appris le vélo sur le tas. Mais en fait, voilà, ils ont appris effectivement à pousser sur des pédales, mais ils n'ont pas forcément la même agilité sur le vélo, les codes en fait aussi du cycliste, de rouler en peloton, etc. Des petits trucs. Et c'est vrai que c'est le genre de truc, voilà, c'est des réflexions souvent qui reviennent de la part des cyclistes. Ouais.
Pour revenir un petit peu à toi, Pierre-Antoine, donc ça fait 6 ans que tu pratiques le triathlon. Euh, tu as, tu as toujours rejoint un club handisport, tu as toujours pratiqué en handisport, même en triathlon. Ouais, effectivement, ouais. Toujours pratiqué handisport. Alors après, c'est relatif, hein. Dans mon club, moi en plus j'ai un handicap qui est très proche d'un athlète valide. Il n'y a pas beaucoup d'adaptation à trouver et c'est assez simple. Donc il y a pas besoin de beaucoup de structure par rapport à, par exemple, à un athlète malvoyant où il faut forcément, malvoyant ou non-voyant, il faut forcément un guide pour s'entraîner ou un athlète qui est en fauteuil. Donc ça reste assez simple de m'accueillir et donc pareil pareil qu'en athlétisme, j'ai forcément donc des compétitions en paratriathlon et des compétitions où je m'inscris sur des formats de courses avec les valides pour pouvoir pratiquer et pour pouvoir m'entraîner aussi en compétition. Et du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu commences à pratiquer au plus haut niveau. On peut revenir un petit peu là-dessus, justement, savoir comment est-ce que tu as progressé ces 6 dernières années et qu'est-ce qui t'amène maintenant au plus haut niveau et à avoir des visées sur Paris 2024. Ouais, alors moi je suis arrivé donc comme je vous ai dit, je suis arrivé au triathlon à la base. J'avais pas de vélo, j'avais rien, tout était un petit peu à construire. L'idée c'était simplement de m'éclater et donc j'arrive au triathlon après les Jeux de Rio. Donc en 2016, septembre 2016, je fais un premier essai au club de triathlon, ça se passe super bien. Bon, sans doute un peu comme beaucoup de triathlètes qui s'inscrivent comme ça dans des clubs. Je pense savoir nager, mais en fait pas du tout. Au bout de la première séance, j'ai eu mal pendant une semaine. Classique. Classique. Ouais, forcément, j'avais passé mon bac en natation, donc forcément, je pensais savoir nager, donc j'étais assez confiant. En course à pied, je maîtrisais un petit peu avec mon passé en athlé et le vélo, c'était un peu la grande découverte. Et dans cette optique, en fait, de pouvoir adapter mon matériel, parce que forcément, je dis souvent que le handicap, c'est de l'adaptation, hein. J'ai eu l'occasion en fait de participer à des journées de détection au mois de décembre, donc décembre 2016, journée de détection de paratriathlon qui est organisée par la fédération tous les ans. Et moi, j'avais le souhait de participer à cette journée-là, pas pour être détecté, mais juste pour rencontrer un peu le staff, pour savoir un peu comment s'entraîner dans les meilleures conditions. Des questions bêtes, hein. À mon moignon, est-ce que je mets une palme comme sur ma jambe valide pour pouvoir travailler avec des palmes, quoi. C'est des questions un petit peu bêtes, mais j'avais besoin de réponses et Mais c'est la question que j'allais te poser, en fait, tu vois. Donc, c'est pas si bête que ça. Et donc du coup, en fait, j'avais besoin juste d'avoir des réponses à mes questions, savoir comment pratiquer et comment faire en fait. Et donc c'est dans cette optique-là que j'y suis allé. Et en fait, ça a débouché sur donc au mois de juin 2017 sur une première manche de Coupe du Monde à Besançon. La France a la chance d'organiser une manche de Coupe du Monde dans le circuit de paratriathlon. Et donc du coup, j'étais chez le kiné, j'ai reçu un mail du DTN qui me demandait si je voulais participer à la manche de Coupe du Monde, quoi. En fait, ils avaient envie de me voir sur une manche de Coupe du Monde à Besançon. Et donc là, forcément, quand j'ai lu le mail, j'ai eu ma petite larme qui a coulé parce que beaucoup d'émotions et l'occasion de représenter aussi la France au plus haut niveau, quoi. Donc en fait, ça s'est très très vite mis en place en l'espace de, on va dire, 9 mois. J'arrive sur cette manche de Coupe du Monde à Besançon. Donc j'avais commencé au mois de septembre 2016 et on est au mois de juin 2017. Donc ça va très vite et à partir de là, forcément ça va un peu dans tous les sens dans mon cerveau. L'objectif de mettre en place quelque chose de très serein et de pérenniser un petit peu mon entraînement. Et donc après, malheureusement, il y a un peu le jeu des catégories de handicap en paratriathlon, forcément. Et donc là, au jeu des catégories de handicap, ça n'a pas tourné en ma faveur. Alors, je sais pas, je peux peut-être en profiter pour refaire un petit point rapide.
Je sais pas ce que... Ouais, tout à fait. Kylian avait déjà fait un épisode là-dessus il y a quelques temps, mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc, je t'en prie, rappelle-nous un petit peu les différentes catégories et puis effectivement en quoi ça n'a pas joué à ton avantage. Et donc du coup, il y a six catégories dans le paratriathlon actuellement. Donc il y a déjà la catégorie pour les fauteuils, qui est bien à part. Il y a la catégorie pour les athlètes non et malvoyants. Donc forcément en tandem avec un guide, donc ça aussi c'est une catégorie bien à part. Et ensuite il y a 4 catégories pour les athlètes debout. Donc qui va du handicap le plus lourd au handicap le plus léger. Donc c'est la catégorie PTS2, PTS3, PTS4, PTS5. Et donc du coup moi sur cette manche de Coupe du Monde à Besançon, pour pouvoir en fait être classé dans une catégorie, on est obligé de passer une classification, donc devant un corps médical notamment, et des classificateurs, donc qui examinent un petit peu, qui nous examinent, qui regardent un petit peu ce qu'on est capable de faire avec notre corps, et qui nous donnent un total de points. Et en fonction de ce total de points, on est classé donc dans des catégories. Et donc moi, par chance ou malchance, à Besançon, j'ai pas l'occasion de passer en classification. Et donc du coup, je suis classé dans une catégorie seulement via le dossier médical qu'on est obligé de fournir avant cette classification. Et donc ils pensent que j'ai une amputation, on va dire classique. Et à Besançon, donc du coup, je cours en PTS 4 avec notamment Alexis, notre champion paralympique. Donc, Alexis en quinquant. En quinquant, ouais, tout à fait. Et donc là, du coup, j'étais plutôt content de courir dans cette catégorie. Ça me semblait plutôt juste. Et donc, quelques semaines plus tard, je crois peut-être même une semaine plus tard, j'ai la chance de pouvoir partir en Espagne pour une autre manche de Coupe du Monde, où là, je passe vraiment ma classification devant un corps médical. Et donc là, il regarde un peu mon moignon. Il dit, bah non, toi, tu as un moignon qui est beaucoup trop long. Tu as un avantage par rapport à un moignon qui est plus court. Et donc, du coup, on va te passer en PTS 5. Et donc, c'est là où ça n'a pas joué vraiment en ma faveur, parce que du coup, en PTS 5, j'étais le seul à courir avec une lame, avec une amputation. L'ensemble des athlètes ont des pieds beaux, donc ils ont leurs 2 jambes, ou alors des amputations de bras. Et les athlètes français qui sont dans cette catégorie, donc Antoine Bess et Yannick Borso, eux, ils ont des plexus brachial. Donc en fait, ils ont leurs bras, mais ils ont un problème, ils n'arrivent pas à lever leurs bras. Et donc du coup, c'est assez, pour moi, c'est pas équitable, parce que je me retrouve dans une catégorie où l'ensemble de mes concurrents ont leurs 2 jambes, et donc forcément sur le vélo et sur la course à pied, ça fait toute la différence. Et donc du coup, pour le moment, à ce moment-là, je fais un petit peu abstraction en fait de cette classification. Moi, je m'éclate dans le triathlon. Le but, c'est de progresser. Et quand je vois un petit peu aussi Alexis, qui est très très performant avec son handicap, qui est pratiquement similaire au mien. En fait, lui, pour situer un petit peu le handicap de Alexis, il a perdu sa jambe dans un accident de travail, et il a amputé un petit peu en dessous du genou. Et donc quand je vois ce qu'il est capable de faire, ça m'inspire. Je me dis allez, il faut s'entraîner et voir un peu jusqu'où tu es capable d'aller. Et donc du coup, je fais 2 saisons comme ça se passe plutôt bien. Je fais quelques manches de Coupe du Monde, j'en fais 6 sur 2 saisons. Mais je suis pas non plus très très performant dans ma catégorie par rapport à des athlètes qui ont leurs 2 jambes. Et donc du coup, j'attaque un peu la 3e saison. Je suis un peu remonté comme une pendule. J'ai envie de tout donner pour voir un peu jusqu'où je vais, pour pouvoir progresser. Et malheureusement, je me casse le fémur à l'entraînement sur une chute en vélo. Du coup, au mois de janvier, donc du coup, ma saison elle est pliée, hein. Le temps de me remettre de me remettre de cette fracture, ça va très vite, hein. Je suis remonté très vite sur le vélo, hein. Au bout de 4 mois, j'étais déjà sur le vélo, mais pas suffisant pour pouvoir avoir rattrapé mon niveau et partir en compétition. Donc c'est un peu le problème. La 4e année de triathlon, c'était l'année Covid. Donc là, forcément, ça nous a tous impactés, et j'ai continué à m'entraîner, mais pas de compétition. Donc voilà, c'était un petit peu problématique.
Et donc du coup, j'attaque ma 5e saison de triathlon, pareil, donc avec la même envie d'essayer de tout donner, de performer et de progresser le plus possible. Donc avec mon entraîneur, on essaie de tout mettre en place, on travaille sur le matos, on travaille sur le vélo, on travaille sur l'entraînement, on essaie avec les moyens du bord, parce que je travaille à côté, hein. J'ai un temps plein à côté, donc avec les moyens du bord, on essaie d'augmenter un petit peu la charge d'entraînement pour essayer de progresser. Et tout doucement, sur cette 5e année, on amène avec un athlète, avec un guide, avec l'un des guides d'un athlète de l'équipe de France, qui s'investit auprès du paratriathlon dans ma région. On amène auprès de la Fédé l'idée de me changer de catégorie pour essayer que ce soit un petit peu plus équitable. À l'image un petit peu d'Alexis, qui court avec pratiquement le même handicap que moi. L'idée de passer dans la même catégorie que lui en PTS 4, ce qui serait sans doute, à mon sens, beaucoup plus juste. Et donc du coup, moi je fais une saison pleine. Je participe à 2 manches de Coupe du Monde. Je participe au championnat de France. Je fais un super championnat de France. Je suis performant. Je progresse beaucoup. Et à l'issue des championnats de France et en discutant un petit peu avec la Fédé, je repasse en classification au niveau national au championnat de France. Et effectivement, donc la fédération française accepte mon passage en PTS 4. Et donc là, en fait, c'est un petit peu le début de l'aventure, en fait, finalement. Parce que pour restituer un petit peu la chose, c'est septembre 2021. Donc je passe au niveau national en PTS 4. Je cours au championnat de France avec Alexis. Donc je finis 2e derrière lui. Où je montre que j'ai bien progressé dans toutes les disciplines. Et ensuite, donc, la fédération m'envoie en octobre, le 30 octobre 2021, sur une manche de Coupe du Monde au Portugal, avec l'objectif de me refaire passer en classification. Et donc là, j'arrive au Portugal, remonter à bloc, je pense que ça va le faire. Et malheureusement, à la suite de la classification, le corps médical me dit non, t'es pas assez handicapé pour passer en 4, donc tu restes en 5. Donc à ce moment-là, moi j'ai vraiment envie de remballer le vélo. C'est avant la course, hein, les classifications se font toujours avant la course. J'ai envie de remballer le vélo et rentrer à la maison parce que je trouve ça injuste. Et puis je me retrouve avec un athlète de l'équipe de France qui était présent aussi sur la compétition. On discute un petit peu, il me pousse à rester. Il me dit t'as tout payé, c'est bête de rentrer à la maison, quoi. Fais au moins la course. Et donc je participe à la course. Et puis là, pendant la course, je vois un athlète anglais qui a pratiquement le même handicap que moi et qui court en PTS 4. Et là, franchement, ça m'interpelle. Je dis, c'est vraiment pas juste, quoi. J'en parle au staff qui était présent, etc. Et à la fin de la course, on va avoir les officiels de la course. On leur dit, expliquez-nous quelle est la différence entre Pierre-Antoine et l'athlète anglais, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut qu'est-ce qui justifie ce changement de catégorie et cette différence entre ces 2 athlètes alors que le handicap est pratiquement similaire? Et là, en fait, on sait pas, ils savent pas trop quoi nous répondre. Et ils nous disent, à ce moment-là, laissez-nous un peu de temps pour réfléchir à la situation et laissez-nous, on vous donne une réponse avant Noël. Donc du coup, il y a encore 1 mois et demi à attendre. Donc du coup, c'est long, quoi, très très long. On attend, Noël arrive, toujours pas de réponse. Et début d'année 2022, on nous dit effectivement c'est pas juste, mais il y a quelque chose qui va pas au niveau de notre classification. Et on aurait besoin en fait que Pierre-Antoine passe des tests, et donc les fameux tests notamment en vélo, donc les tests FTP, un maintien de l'effort sur 20 minutes et un test d'effort maximal. Donc où on augmente un petit peu la puissance et on voit jusqu'où je suis capable d'aller. Donc on a passé ces tests-là, on les a fournis et à l'issue de l'analyse de ces tests, le 7 avril, c'est une date qui m'a marqué, le 7 avril, on obtient mon changement de catégorie. Et là, c'est un petit peu à ce moment-là où tout bascule pour moi parce que d'un athlète en PTS 5 qui est pas très performant,
je deviens un athlète qui est plutôt performant en PTS4. Et là, ça m'ouvre beaucoup de portes et les objectifs à ce moment-là, changent beaucoup parce que je suis capable de prétendre maintenant aller sur des manches de Coupe du Monde. J'ai le niveau pour aller défendre mon dossard sur une manche de Coupe du Monde et même voir plus parce que de pouvoir faire des podiums. Donc, c'est à ce moment-là où tout bascule en fait, un changement de catégorie ou qui est un petit peu à mon avantage ou même en tout cas qui est juste parce que maintenant je cours avec des amputés tibiaux, l'ensemble des amputés tibiaux, et ça me paraît beaucoup plus juste que courir en PTS5 avec des mecs qui ont l'heure de jambes et qui sont très très rapides en vélo et en course à pied. Après, est-ce que tu as vraiment gagné au change? Parce que du coup, tu as quand même Alexis Auquincan qui est dans la même catégorie que toi, donc forcément ça doit peut-être te tirer un petit peu en avant, mais ça te laisse une belle marche à franchir aussi, non? Ouais, en fait, ouais, j'ai gagné au change parce que je pense que j'ai de la chance de pouvoir côtoyer le champion paralympique. Il est français, il est super sympa et il est pas avare en conseil. Donc, moi, à ses côtés, j'apprends beaucoup. Et donc, du coup, je pense que c'est plutôt une chance. Et puis, niveau français, on est deux athlètes dans la même catégorie très performants. Et donc, en fait, moi, mon souhait, c'est d'essayer qu'Alexis me tire vers le haut et que moi, je continue à le pousser à être de plus en plus performant. Et à 36 ans, l'athlète, il continue à progresser dans toutes les disciplines. Donc, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable et je pense j'ai beaucoup de chance de pouvoir pratiquer à ses côtés. Ok. Et du coup, tu dis que tu as beaucoup de chance de pratiquer aux côtés d'Alexis Auquincan. Vous retrouvez régulièrement pour les entraînements. Comment ça se passe, cette nouvelle vie de sportif de haut niveau qui représente la France? C'est un peu beaucoup d'un coup, en fait, parce que là, on est au mois de juin. J'ai eu la réponse au mois d'avril. Après cette réponse-là, on est parti 2 semaines au Portugal en stage de préparation. J'ai enchaîné une manche de Coupe du Monde au Japon, les championnats d'Europe, la manche de Coupe du Monde à Besançon. Donc, en très peu de temps, ça fait beaucoup de changements. Forcément appréciable parce qu'en plus tout se passe bien, je fais des podiums sur chaque course, donc c'est génial, je prends et je savoure. Mais par rapport à Alexis, en fait, c'est plutôt on se côtoie sur les stages et en compétition parce qu'on n'habite pas au même endroit, on n'est pas très loin, on n'est qu'à 2 heures de route l'un de l'autre. Et l'objectif derrière, c'est pourquoi pas d'essayer de faire des stages d'entraînement ensemble un peu plus réguliers. Mais en tout cas, quand j'ai l'occasion de le côtoyer en compétition et en stage, ça se passe super bien et il n'est pas avare en petits conseils. Et notamment au Japon, pour moi, c'était le premier long déplacement, premier gros déplacement que j'ai pu faire. Et je me suis déplacé avec lui et j'ai appris énormément à ses côtés, quoi. Dans toute la gestion du déplacement, l'appréhension de la compétition, l'avant, après, quoi. C'était pour moi une grande chance de pouvoir partager ça avec lui. C'est génial. Et parce que tu le disais, voilà, là, tu voyages beaucoup pour les compétitions, etc. Mais tu as aussi un boulot à temps plein. Comment tu fais pour gérer tout ça? Du coup, ouais, effectivement, ce boulot à temps plein, là, donc depuis que les choses s'accélèrent, j'ai la chance que mon entreprise aussi a réagi et me libère du temps pour que je puisse m'entraîner, partir en stage et en compétition. Et donc ça, je les avais aussi un petit peu prévenus. Donc en 2021, il m'avait donné quelques heures pour que je puisse pratiquer le mieux possible et me préparer le mieux possible pour l'objectif principal qui était les championnats de France. Et donc début d'année 2022, on avait fait un petit point et je leur avais dit voilà, si je change de catégorie, ça va m'ouvrir beaucoup de portes. Il y a beaucoup d'objectifs qui vont changer. Et donc du coup, j'aurais besoin de plus d'accompagnement. Et donc du coup, ils ont entendu mon projet et ils ont tout de suite répondu présent quand j'ai changé de catégorie. Et grâce à ça, ils m'ont libéré pour que je puisse partir en stage, partir en compétition. Et donc j'ai beaucoup de chance d'être accompagné aussi dans mon projet professionnel par mon entreprise
qui me soutient pleinement. C'est génial d'avoir ce support de ton employeur. On peut le citer d'ailleurs, hein, qui sont. Ouais, moi c'est Keolis Lille qui m'accompagne. Et en fait, moi le double projet pour moi est quelque chose d'important parce que j'accorde beaucoup d'importance à mon projet sportif et c'est un peu le rêve d'une vie de participer aux Jeux. Mais à côté de ça, je trouve ça très important de continuer dans le monde professionnel parce que moi j'ai pas forcément un parcours atypique. Hein. J'ai commencé à travailler avant de pratiquer le sport à haut niveau et je me vois pas en fait arrêter du jour au lendemain de quitter le monde de l'entreprise parce que déjà je suis bien dans mon entreprise et j'aime bien ce que je fais et l'objectif c'est aussi de penser après quoi faire après que la carrière se termine parce que on sait très bien c'est quelque chose qui est très très court une carrière de sportif et ça peut s'arrêter aussi à n'importe quel moment et un peu cette sécurité un peu de l'emploi pour l'après vie sportive c'est quelque chose auquel je tiens et j'irai même plus loin continuer à côtoyer mes collègues et le monde de l'entreprise ça va permettre un bon équilibre mon équilibre en tout cas parce que continuer faire du sport tout le temps côtoyer que mes partenaires d'entraînement j'ai besoin de voir un petit peu autre chose et d'autres personnes avec un regard un peu différent et peut-être pas un regard porté sur le sport et donc ça c'est très important pour mon équilibre. Oui, c'est important d'avoir un esprit sain dans un corps sain, comme on dit, de pouvoir être stimulé sur les aux deux niveaux. Et puis, comme tu dis, il y a aussi une réalité économique, quoi. Il faut que tu puisses en vivre. Enfin, vivre de son sport, c'est pas toujours facile. Dans le triathlon, c'est d'autant plus difficile. Et dans le triathlon en e-sport, j'imagine que c'est à chaque fois de plus en plus difficile, j'imagine. Ouais, effectivement, c'est sûr que déjà le triathlon d'e-sport c'est particulier et vivre de. C'est hyper niche, quoi. Tout à fait. Et donc vivre de son sport c'est déjà compliqué. Moi j'ai la chance de pouvoir pour le moment être un peu détaché pour vivre ma passion et donc j'en profite à fond et je remercie mon employeur pour rendre tout ça possible parce que après à un moment donné si on veut vivre son projet sportif il faut aller chercher des sponsors, c'est pas toujours évident. Là j'ai un peu cette chance d'être un peu payé pour m'entraîner et c'est ce qui peut m'arriver de mieux en fait finalement. Et cette démarche, cette ouverture d'esprit qu'a fait ton employeur, est-ce que tu sais si c'était renseigné au préalable ? Est-ce que en France, en tout cas, il y a des avantages qui sont donnés aux employeurs qui emploient, qui dégagent du temps aux sportifs de haut niveau ? Ouais, effectivement, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place, notamment avec les fédérations et le ministère des Sports, avec les fameux contrats CIP. Après, c'est pas toujours le cas parce que il faut que l'athlète soit identifié et soit sur liste de haut niveau. Ce qui peut se passer également, donc c'est des conventions à l'amiable où l'entreprise dégage un peu le sportif ou son employé pour son sport. Et une semaine typique pour toi, ça ressemble à quoi ? Tu travailles combien de temps dans l'entreprise et combien d'heures d'entraînement ? Alors nous en plus au travail moi je bosse pour le métro de Lille donc en fait c'est un poste où au poste de contrôle il y a tout le temps quelqu'un on est là 24/24 7 jours sur 7 365 jours sur 365 donc forcément moi en plus de bosser j'ai des postes donc je travaille le matin, l'après-midi, je travaille la nuit. Donc du coup pour le moment un peu ce qu'on essaie de faire c'est d'essayer de réduire un peu mon temps de travail à raison de 2 postes par semaine, 2 à 3 postes par semaine pour me libérer du temps à l'entraînement quand je suis à la maison et à côté de ça il me libère pour partir en stage, des stages qui sont sur lesquels je suis convoqué par la Fédération française de triathlon et sur les compétitions. Donc après, semaine type, en fait, il y en a pas vraiment parce que moi je travaille, j'ai pas de jour de travail fixe. Je peux travailler là cette semaine, je travaille jeudi, vendredi. La semaine dernière, j'ai travaillé lundi, mardi. La semaine dernière, j'ai fait des nuits. Cette semaine, je fais des matins.
Enfin, voilà, il y a jamais rien de fixe et c'est surtout mon entraîneur en fait qui s'adapte à mon emploi du temps professionnel et qui adapte tous mes entraînements en fonction de mon emploi du temps professionnel. Oui, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, c'est souvent ce que les coachs recommandent, c'est de dire, voilà, en fait, tu as ta vie aujourd'hui avec ton boulot, avec tes moments en famille, etc. Et en fait, on va aller mettre les entraînements, on va essayer d'aller les caser là-dedans dans ton agenda, mais c'est pas l'inverse. Il faut pas que ta vie soit autour de tes entraînements, en tout cas pas pour les athlètes amateurs. Après, bon, les athlètes pros, ça c'est autre chose, c'est leur boulot, ils sont payés pour et voilà. Mais effectivement, pour les athlètes amateurs, c'est souvent comme ça. Et bon, après, je sais pas si est-ce que tu te considères du coup comme un athlète pro ou amateur, puisque bon, tu bosses aussi sur le côté, donc tu es un petit peu entre les deux peut-être. Ouais, un petit peu entre les deux et puis c'est surtout un peu mon statut qui est en train de changer et là j'ai un petit peu ouais, ça va vite comme je disais tout à l'heure, ça va tellement vite et pour le moment je réalise peut-être pas encore tout ce qui s'est passé et en tout cas là j'ai la chance de pouvoir m'entraîner beaucoup plus, de pouvoir partir en stage et je commence à prendre un peu conscience que je m'entraîne pour avoir des résultats et je suis un petit peu payé pour m'entraîner, donc du coup j'essaie de professionnaliser un petit peu plus ma pratique et essayer d'être un peu plus professionnel dans tout ce que je fais au niveau du sport. Mm-hmm. Et c'est juste pour avoir une moyenne, ça fait combien d'heures d'entraînement sur la semaine? Là, on essaie de caler. Alors, c'est toujours pareil en fonction des compétitions, tout ça, c'est un peu différent. Mais une semaine d'entraînement à la maison où il n'y a pas de compète, c'est une vingtaine d'heures, quoi. Ouais, ok. C'est une vingtaine d'heures d'entraînement. Ça représente 4-5 entraînements piscine, 3-4 sorties vélo et 3 sorties à pied environ. Et après, forcément, ça s'adapte aussi en fonction du temps, en fonction du temps que j'ai également et en fonction de mon boulot. Mais voilà, au début de l'année, on était plus aux alentours en bossant à temps complet, on était plus aux alentours de 10-15 des fois, grand maximum. Et donc là, maintenant qu'on arrive à se libérer un peu plus de temps, ouais, on est entre 20 et des fois même 25, quoi. Ça dépend les semaines, ça dépend ce qu'on souhaite faire aussi à l'entraînement. Et alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est une question que je me posais, et il y en a peut-être d'autres qui se la posent aussi. Le fait d'utiliser des lames, est-ce que finalement, il n'y a pas un côté euh, plus, plus performant dans le sens où tu as quand même un effet rebondissant. Alors après, ça dépend peut-être du lame à l'autre, tu vois, mais est-ce qu'il y a des lames qui permettent effectivement, potentiellement, de courir plus vite que sans? Enfin, qu'à pied, normalement. Ouais, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai toujours tendance à dire que, en fait, ouais, une lame, c'est vraiment, c'est un ressort, hein. De toute façon, Ouais, c'est on le ça. voit bien avec les chaussures de carbone. Ça va plus vite qu'une chaussure classique. Donc, dès qu'on met du carbone, c'est quelque chose qui a des propriétés incroyables. Et alors, les études, après, faut toujours faire attention aux études, hein, mais on dit souvent qu'une jambe valide, elle restitue 60% de l'énergie qu'on lui donne. Et une lame de course, 90%. Donc là, forcément, quand on regarde ces études-là, on peut se dire qu'une lame de carbone, c'est beaucoup plus performant qu'une jambe. Maintenant, c'est surtout, après, derrière, je pense que c'est apprendre à courir avec une lame. C'est deux jambes différentes. D'un côté, il y a la jambe valide, de l'autre côté, il y a la lame. Il faut apprendre à l'apprivoiser, à l'utiliser, à bien la charger. Et après, effectivement, il y a aussi différentes lames sur le marché. Après, je pense que elles sont toutes équivalentes. Elles sont toutes performantes. Mais après, je pense que c'est plus en fonction du ressenti de l'athlète. Moi, j'ai essayé 2 types de lames. Il y en a une qui me convient un peu mieux que l'autre. Du coup, je cours avec. Et après, pour être performant, je pense que ça passe aussi par du réglage avant tout. Essayer de bien régler la lame, qu'elle ait les bons aplombs et être aussi bien dans son emboîture. Mhm. Parce que après, c'est pareil que pour une chaussure, hein. S'il y a une chaussure qui est trop petite, forcément, on va avoir mal aux pieds et on sera sans doute moins performant. Pour l'emboîture, pour la prothèse, c'est la même chose. Il faut être bien dans l'emboîture et pour pouvoir être performant. Donc, Ok, d'accord. Mais donc potentiellement, je sais pas, un double amputé, par exemple, qui aurait
des bonnes lames bien réglées, etc., serait plus rapide que quelqu'un qui courrait à pied normalement. Ouais, moi j'ai l'intime conviction que un jour des athlètes double amputés courront plus vite que les valides parce que après ça reste de la mécanique et une mécanique bien réglée, bien huilée, c'est quelque chose de très performant et donc je pense qu'un jour on y arrivera. Comme par exemple sur le saut en longueur, je pense que les sauteurs en longueur simple amputés vont sauter plus loin que les athlètes valides. Ça, j'en suis persuadé parce que ça reste de la mécanique et à un moment donné, il y a quelqu'un ou un fournisseur ou un fabricant, il va trouver la bonne formule magique et ça va être quelque chose de révolutionnaire et ils vont arriver à faire des miracles comme ça. Ça, pour moi, c'est ma conviction. Après voilà, derrière, on a beau avoir quelque chose de très performant, il faut que l'athlète bosse parce que on n'a rien sans rien. Et derrière, il va falloir qu'il passe déjà du temps avec ses prothésistes, les fabricants pour construire les prothèses, du temps pour savoir les utiliser, et puis après, le temps pour pouvoir être performant. Donc ça, pour moi, ça va pas entacher la performance de l'athlète parce que derrière, il y aura beaucoup de travail. Mais c'est sûr que ce sera pas comparable. On pourra pas comparer un athlète double amputé d'un athlète valide ou d'un sauteur simple amputé avec un sauteur valide. On pourra pas les comparer. Mais derrière, moi, j'ai l'intime conviction. Pendant un moment, il y avait le débat un petit peu de est-ce qu'on autorise des athlètes amputés à courir, etc. Je pense que oui, il faut autoriser à courir avec les valides parce que un athlète handi, il s'entraîne quasiment comme un athlète valide, voire même plus, parce que il y a l'appréhension du matériel, mais derrière, peut-être avoir des classements différents, parce que je pense qu'on n'a pas le droit d'interdire à un athlète de participer à une course sous prétexte qui est amputé ou qui est appareillé, parce que il s'entraîne finalement comme un valide. Donc après c'est un sujet qui est tellement sensible et voilà, chacun a son point de vue, mais en tout cas derrière. Même si la performance un jour elle dépasse les valides, il y aura forcément du travail et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est qu'un athlète, si un jour un athlète double amputé court plus vite qu'un athlète valide, derrière il y aura beaucoup de travail de sa part, de la part de toute son équipe et ça il faudra le mettre en valeur d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, de toute façon, je veux dire ça peu importe. C'est comme, je sais pas, c'est comme les gens qui disent oui, c'est normal, il a un vélo à 15 000 euros, donc c'est normal qu'il soit aussi fort. Ou pareil pour les chaussures avec des semelles carbone. Bon, pareil, c'est à chaque fois la même chose. Ouais, ça aide un petit peu, mais au final, c'est surtout beaucoup de boulot et ça, il faut le reconnaître, quoi. C'est quand même le boulot qui paye. On l'a vu avec Oscar Pistorius, qui courait avec les valides et qui a été un temps plus rapide avant qu'il soit empêché de reprendre la compétition. Ouais, voilà, effectivement, lui derrière, il y a des capacités en or, mais il y a beaucoup de travail aussi. Donc voilà, c'est toujours un sujet qui est sensible et je peux comprendre un athlète valide qui voit débarquer un athlète double amputé et qui râle un petit peu parce que ça va plus vite, forcément c'est mécanique, mais derrière c'est quand même des performances extraordinaires qui étaient capables de faire cet athlète. Évidemment, et puis c'est pour ça qu'il y a des catégories aussi et puis voilà. Ouais, voilà. En passant un petit peu sur ton profil aussi, il y a ton palmarès, on a un petit peu parlé. Tu as aussi participé au record du monde de course en Joëlette en 24 heures. Tu peux nous en dire quelques mots ? Effectivement, bien vu. Un petit peu dans ma démarche, dans l'idée de pas avoir que le projet sportif. Essayer de faire découvrir un peu, de faire avancer l'image du handicap et de partager, de promouvoir le sport. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'association L'Âme de Joie. Donc c'est une belle association qui donne l'opportunité à des enfants amputés de pouvoir courir. Parce que comme je disais tout à l'heure, les lames elles sont pas remboursées par notre système de santé. Une lame ça coûte très cher, ça coûte 2 500 €. Et donc, c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir acheter une lame pour pouvoir courir.
Et donc l'association Lame de Joie, elle est là et elle prête des lames sans condition de revenu, sans aucune condition en fait finalement. Il suffit simplement de se présenter, de prendre contact avec l'association et dire qu'on aimerait bien avoir une lame pour pouvoir faire courir un enfant. Et donc, si on a une lame à disposition, on la prêtera aux enfants à ce moment-là. Et donc, c'est ça qui est génial. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette association, c'est qu'il n'y a pas de différence. Tout le monde peut avoir accès à une lame. Et donc, l'association a une banque de lames et donc elle prête en fait les lames en fonction aux enfants. Donc faut savoir qu'une lame en fait elle est une lame elle est choisie par rapport au poids de l'athlète, au poids de la personne qui la porte et donc forcément un enfant quand il grandit il va changer 4 à 5 fois de lame tout au long de sa croissance en fonction du poids forcément et de son évolution. Et donc du coup forcément une lame pendant la croissance de l'enfance, et on peut imaginer à 5 fois pardon, je suis en train de chercher mes mots, je suis vraiment désolé là. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout au long de la croissance de l'enfant, il faudrait lui acheter en fait, on va dire 5 lames, donc ça fait quelque chose. C'est un budget très important. Et donc du coup, l'association elle est là et donc elle prête des lames aux enfants. Et une fois que l'enfant n'utilise plus la lame, elle est prêtée à un autre enfant. Et donc c'est un système de fonctionnement qui permet en fait de toucher un maximum d'enfants et une fois que l'enfant a fini d'utiliser sa lame, elle est utilisée par quelqu'un d'autre. Elle est pas mise au rebut, on s'en sépare pas et donc du coup la durée de vie d'une lame elle est assez longue. Forcément quand on veut pas être performant, elle est assez longue et donc du coup pour revenir un petit peu sur ce record du monde, l'idée en fait c'était de parler de l'association. Et pour ça, nous, on fait des courses en joëlette avec donc des enfants en situation de handicap à l'intérieur. Et je sais pas si vous voyez un peu à quoi ça correspond une joëlette. C'est un petit engin sur roue avec un petit siège. Et on pousse et on tire ce petit engin. Et donc ça permet de pouvoir transporter des enfants en situation de handicap. Ou des personnes en situation de handicap, ou tout type de personnes finalement. Mais nous, on veut associer en fait ces événements sportifs aux enfants qui sont dans des centres, parce que pour eux, c'est un peu la sortie de l'année, quoi. Et c'est ça que j'adore en fait quand j'ai la chance de participer à ces courses-là. C'est que les enfants, une fois qu'ils ont vécu la course, ils en parlent après au centre pendant 10-15 jours et c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est ces échanges-là qui sont pas toujours des échanges comme on peut le concevoir avec des mots, parce qu'il y a des fois des enfants qui ont un handicap très lourd. C'est simplement un regard, un sourire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est très très fort en émotion. Et lors de ce record du monde, à la fin, en fait, on a donné des petites médailles aux enfants et ils les ont gardées pendant 3 semaines accrochées au cou, quoi. C'est quelque chose qu'ils voulaient pas quitter, parce que pour eux, ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire, un moment magique. Et voilà, c'était assez fou. Assez fou et assez émouvant, j'imagine. En tout cas, félicitations à toi pour ton implication et ton engagement dans ce genre d'événement. L'âme de joie, si je ne m'abuse, c'est aussi l'association que soutient Mohamed Lana. Bonne question. Vous allez me coller là. Peut-être pas à Lille, mais il me semble qu'on en avait parlé aussi avec Mohamed. Pierre-Antoine, peut-être pour se diriger tout doucement vers la fin, tu nous as rappelé quelles étaient les différentes catégories en paratriathlon, mais tu nous as pas rappelé sur quelle distance vous concouriez. Effectivement, nous on concourt sur des distances S, donc c'est la plus courte distance qui existe. Donc c'est 750 mètres en natation, 20 en vélo et 5 à pied. Ok. Et du coup, pour la suite, est-ce que toi tu envisages de rester sur des distances pareilles, ou est-ce que au contraire le moyen ou le long commence à te titiller un petit peu? On le voit bien à l'entraînement, plus je vais sur des séances qui sont longues, plus je suis à l'aise. Donc un jour ou l'autre, je pense que je m'essaierai au long. En tout cas, pour le moment, c'est pas dans le projet. Je pense que je vais m'arrêter à des distances M, peut-être des distances olympiques, dans tout ce qui est pour la préparation, pour faire un peu plus de caisse. Mais pendant que pour le moment, comme je recherche la performance et qu'il y a un projet
de Paris 2024, je vais rester exclusivement sur du très court ou sur du distance olympique. Après, pourquoi pas essayer de l'Ironman ou déjà passer par Life Ironman dans un premier temps, voir un peu comment ça se passe, mais ça, ce sera plus tard, ce sera après. Et du coup, par rapport à Paris 2024, est-ce que tu sais déjà combien est-ce qu'il y aura de paratriathlètes français dans chacune des catégories et quand est-ce que les sélections vont commencer? Là, c'est tout récent, ça vient de tomber, là, ça vient d'être validé en tout cas par World Triathlon. Il y aura 120 dossards au départ, toutes compétitions confondues pour le paratriathlon. Et donc pour le moment, c'est assez difficile de se projeter sur une sélection française. Parce que pour être sélectionné, pour valider notre ticket, il faut être dans les 9 meilleurs mondiaux. Donc ça, c'est le chemin de sélection. Et le chemin de sélection débutera au mois de juin 2023 jusqu'à juin 2024. Voilà. Donc on a 1 an pour remonter tous au classement, avoir le meilleur classement possible et de faire partie de ces 9 meilleurs athlètes mondiaux pour décrocher un ticket. Voilà, donc ce sera notre challenge à tous et je pense que chacun va travailler pour pouvoir vivre ce bel événement à la maison. Effectivement, autant capitaliser aussi là-dessus. En tout cas, on te souhaite beaucoup de réussite dans ce très beau projet, ce très beau double projet, puisqu'on le rappelle, tu travailles aussi par ailleurs, tu as un entre guillemets vrai job, en plus de défendre les couleurs du pays dans le triathlon. Peut-être pour terminer notre épisode, on a l'habitude de demander à nos invités où est-ce qu'on peut les retrouver sur les réseaux sociaux si on veut continuer la discussion, si on veut suivre les performances de nos invités. Donc peut-être que tu peux nous rappeler tout ça. Ouais, alors moi je suis pas trop réseaux sociaux, mais les réseaux classiques, Instagram et Facebook. J'essaie de partager un maximum là-dessus. Et puis aussi LinkedIn où j'ai un peu aussi mon parcours professionnel. Ok, écoute, de toute façon, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Pierre-Antoine, est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu penses qu'on devait aborder ou est-ce qu'on clôture là l'exercice d'aujourd'hui? Je pense qu'on a fait un beau tour. Je suis juste un petit peu déçu de la présentation de l'âme de joie j'ai un peu cherché mes mots et c'est vraiment une très belle association. S'il y a un petit mot à rajouter, c'est peut-être plus par rapport à cette association-là. Ok, écoute, je t'en prie, le micro est ouvert si tu veux rajouter un petit mot et puis sinon on va te souhaiter une très bonne soirée et bon courage pour la suite. Ok, merci beaucoup. J'en profite, j'aimerais juste rebondir un petit peu sur l'association L'âme de joie qui, lors de ma rencontre avec cette association-là, c'était une histoire de bons procédés. Ils m'ont fourni une lame pour que je puisse courir, pour que je puisse refaire mes appareillages. Et en contrepartie, j'étais un peu l'ambassadeur de l'association. J'essayais de mettre un petit peu en avant les belles valeurs de cette belle association. Et j'ai pu rencontrer, en fait, grâce à l'association, un jeune paratriathlète qui s'est mis au triathlon également, Raphaël. Et j'ai fait un peu avec lui ses premiers pas sur la piste également, comme j'ai pu faire avec Dominique André 10 ans plus tôt. Et c'était aussi une belle histoire, une belle aventure que j'ai pu vivre grâce à cette association, en plus des courses en joëlette. Et donc, je tiens à remercier son président Jean-Marc qui se bat un petit peu tous les jours pour que les enfants amputés puissent courir. Ok, écoute, merci beaucoup Pierre-Antoine. On te souhaite une très bonne continuation et puis plein de bons résultats d'ici Paris 2024. Et évidemment, on espère qu'on te verra sur la ligne de départ à Paris. Écoute, merci beaucoup. J'y travaille tous les jours, c'est le rêve d'une vie, donc je vais pas lâcher le morceau. Génial, on suivra ça de très près et on salue effectivement l'association qu'on manquera pas de taguer sur les réseaux au moment de la sortie de l'épisode. Merci à toi Pierre-Antoine. Super, merci beaucoup pour ce bon moment ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.